Allez-y, Mélanie, Jean-Baptiste, bienvenue sur le salon de la data 2020. C'est parti. Vous me dites quand je prends la parole. C'est bon, vous pouvez y aller. C'est parti. Parce que j'entends du monde parler de data derrière. Bonjour, bah, écoutez, dans un contexte particulier, mais nous nous sommes tous adaptés depuis des semaines et des mois maintenant. Et dans un contexte particulier, j'interviens à distance, ce qui n'est pas toujours très confortable pour savoir comment les gens réagissent à ce qui est dit. J'ai quelques minutes pour évoquer le sujet de la data, comme je l'ai déjà fait ici à ce fameux salon. Donc, merci de m'y accueillir une nouvelle fois. Et écoutez, moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis le début de mon mandat. Et je vais évoquer avec vous ce matin ce que je retire de semaines d'audition après qu'une mission m'a été confiée par le Premier ministre le 22 juin dernier sur un périmètre qui consacre l'open data, les codes sources et les données d'intérêt général. Donc, vous voyez, ça embrasse très large. J'ai eu la chance pour conduire cette mission d'être épaulé d'une dizaine d'inspecteurs issus de différents corps d'inspection, que ce soit l'enseignement supérieur, les affaires sociales, l'économie et bien d'autres choses encore, et une colonne vertébrale qui était constituée de votre serviteur, de Stéphanie Combe, qui est la patronne du Hub Data Health, et de Renaud Vedel, qui jusqu'il y a peu encore était notre coordonnateur national de la stratégie intelligence artificielle. Cette équipe s'est mise en mouvement en septembre et a conduit plus de 250 auditions, parfois en contradictoire, parce que l'idée, ce n'est pas le dernier qui parle qui a raison. Et ce sujet de la donnée, c'est un sujet qui imbrique beaucoup d'influences, beaucoup de process, beaucoup d'infrastructures, parfois peu interopérables. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, il a fallu aller très très loin pour comprendre quels étaient les freins, les blocages à la libération de la donnée. Je n'emploie pas le terme d'ouverture parce qu'on a intégré assez vite et très tôt que finalement ce sujet de l'open data qui est souvent posé sous un angle assez binaire, c'est-à-dire c'est soit ouvert, soit fermé. Pour caricaturer, je dirais qu'il y a d'un côté les amish de la fermeture et de l'autre côté des ayatollahs de l'ouverture. En tout cas, c'est comme ça que parfois qu'ils sont ressentis. C'est mal poser le débat parce qu'il peut exister des modalités d'accès à la donnée qui ne relèvent pas de l'ouverture, que sont ceux, par exemple, de l'accès ou du partage, qui sont aussi deux modalités différentes suivant qu'on détienne les données ou suivant qu'on puisse simplement y accéder. Et je le disais, donc, ce sujet, il fait rentrer en jeu un certain nombre d'acteurs qui peuvent avoir des ambitions contradictoires. Et c'est pour cela qu'il a fallu écouter, réécouter et parfois réentendre un certain nombre d'acteurs. Nous allons rendre ce rapport au Premier ministre dans les jours qui viennent, avant Noël pour être précis. Je ne vous donne pas plus de détails sur la date. Et puisque ce rapport n'est pas remis au Premier ministre ce matin, vous comprendrez que je ne vous en fasse pas la présentation, mais on pourra faire ce qu'on appelle une restitution et je partagerai volontiers un certain nombre à la fois de constats, voire partager avec vous, même si j'en garde la primeur pour la semaine prochaine, quelques pistes d'amélioration. Sur la partie constat, on avait eu l'occasion de partager ce constat en étape intermédiaire de ce rapport. C'était fin septembre, début octobre. Et nous avons d'ailleurs ouvert un site de consultation à partir de ces constats qui a plutôt très bien fonctionné, qui s'appelait mission-open-data.fr et qui a recueilli à partir des constats un certain nombre de recommandations d'acteurs, là aussi, qui a permis de nourrir la réflexion. Est-ce que la France se tient bien sur la partie ouverture des données? Plutôt pas mal, même s'il y a eu une vraie accélération il y a quelques années après une prise de conscience, quelques rapports déjà qui ont permis de jeter les bases, et puis surtout la loi pour la République numérique d'Axel Lemaire,
le pays a vécu, j'allais dire, dans un mouvement qui était initié, ou en tout cas on se comparait beaucoup à la fois aux États-Unis et en même temps à l'Angleterre, qui faisait figure de leader sur le sujet, a pris un certain nombre d'initiatives pour accélérer et ouvrir assez massivement des données. Quand je dis assez, je suis même, j'ai l'air trop sévère, massivement des données. À date d'aujourd'hui, on peut considérer que le souffle est un petit peu retombé, que certains se réinterrogent de nouveau sur l'opportunité d'ouvrir ces données, ne voyant pas forcément quelles sont les externalités à en tirer. D'ailleurs, il est parfois difficile d'objectiver et de figurer que l'ouverture de la donnée, dont la promesse souvent est celle de l'innovation, la création, etc., se traduit effectivement par de la création, de l'innovation, la réutilisation des jeux de données, la création d'une application issue de l'exploitation de ces données ne sont pas toujours très faciles à valoriser. Et si on veut avoir une approche qui est une approche rigoureuse et macroéconomique, il est parfois difficile de retenir des indicateurs qui permettent de figurer que tout cela a fonctionné. Donc, on voit que les freins qui sont parfois des freins culturels assez ancrés sur la libération de la donnée sont revenus. Je dirais simplement que le mouvement a d'autant plus été amplifié qu'entre-temps est apparue une forme de, comment dire les choses, de prise en considération, et pas uniquement en Europe, de la sensibilité autour des données personnelles, qui s'est concrétisée notamment par l'application d'un texte en France qui est issu de 2 directives, dont celle qui relève du Règlement général de la protection des données. Et ce sujet qui est fondamental, il a remis au milieu du jeu le sujet de la sécurité, de la protection, qui n'est pas toujours très compatible, il faut le dire, avec l'enjeu d'innovation. Dit autrement, quand on se met autour d'un bureau, autour d'un bureau à plusieurs, et qu'on se dit qu'il faut libérer de la donnée pour de la recherche, pour de l'IA, pour d'autres applications, il y a toujours une bonne raison de protection qu'il faut prendre en considération, ou de sécurité, qui devient vite un argument pour ne pas ouvrir. Aussi, après avoir constaté ces éléments-là, on formulera des recommandations qui sont de nature à mettre dans le balancing entre l'innovation et la sécurité, des choses qui permettent d'appréhender la sécurité sous l'angle de quelque chose de solide. Dit autrement, ça ne peut pas être un argument d'autorité qu'on balance et qui fait que finalement on n'ouvre pas de la donnée. Donc vous verrez naître des recommandations dans le rapport. J'espère qu'ils seront appliqués assez rapidement. Certains nécessitent d'ailleurs peu d'efforts pour que les choses soient faites. Quand même vous dire que quand moi j'ai pris en considération cette mission, j'ai fixé 2 choses à l'équipe. La première, c'est que face à un problème, on ne crée pas une commission ou un comité. Et la deuxième chose, c'est qu'on fasse un rapport qui ne soit pas un rapport de geek et qui puisse être lu par un enfant de 4 ans. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup à partir de cas d'usage. Et ce rapport sera un rapport qui est surtout un rapport qui met en évidence les cas d'usage sur différents secteurs, que ce soit la santé, les mobilités, la science ouverte et d'autres choses encore. Donc, quand on prend j'allais dire ce frein, qui est un frein parmi d'autres, parce qu'il y en a d'autres, je vais y venir, qui est celui d'avoir une appréhension qui est trop orientée vers la sécurité et la protection. Finalement, on ne crée pas les conditions de l'ouverture, de l'accès ou du partage. Je le redis, il est question là aussi de remettre au milieu du jeu des gens dont c'est le métier de s'occuper de la sécurité pour ne pas le laisser à d'autres et transformer cet vrai argument comme un argument d'autorité qui bride l'innovation. Dans le même état d'esprit, mon obsession, ce n'est pas de régler par la loi tous les problèmes, même si je suis parlementaire, ça peut sembler curieux. Et quand je lis, souvent, on me dit, mais c'est curieux qu'un député ne cherche pas à faire des textes de loi. Moi, je pense que tout ne se règle pas, et encore moins sur les sujets du numérique, compte tenu de la lenteur de la fabrication de la loi et de la manière dont les choses évoluent au niveau technologique. Faire une loi, c'est aujourd'hui aux alentours de 24 mois. Hein, si on est un peu sérieux, le temps que ça fasse les navettes, le temps d'y penser avant. En 24 mois, il se passe beaucoup de choses sur le champ du numérique.
Et donc, s'il faut parfois des textes fondateurs, il n'est pas nécessaire de se perdre à chaque effet de bord que l'on peut identifier comme devant être traité par un texte de loi. Et puis, le bon niveau, c'est le niveau. Il y a un niveau de pertinence aujourd'hui pour agir. Donc, je pense que très souvent, cela relève notamment du niveau européen. Et c'est pour ça que c'est pas mal d'être d'accord avec un certain nombre de textes européens, dont les plus récents datent d'hier, puisque je parle du Digital Services Act, du Governance Data Act, qui vont arriver et qui vont réaffirmer un certain nombre de choses. Donc, l'idée, c'était effectivement de ne pas traiter tout sous l'angle législatif et de pouvoir avoir des vecteurs d'amélioration, qui soient des vecteurs d'amélioration qui reposent sur d'autres choses, sachant qu'aujourd'hui, au sein de l'administration, par exemple, les freins, ils sont assez massivement culturels. Les freins, ils sont aussi de l'ordre des process. Le constat qu'on a pu faire, c'est qu'il existe des tas de jeux de données. La situation la pire, en fait, qui puisse exister, c'est celle d'un jeu de données qui est disponible, dont personne ne sait qu'il est disponible à tel endroit et que certains réclament, sans que personne ne sache, enfin, sans que celui qui détienne la donnée soit informé que celui qui la réclame la cherche vraiment. Donc, on a un sujet aussi de mise à disposition et d'information et de communication des jeux de données et de meilleurs renseignements de ce sur quoi ils portent. On a des sujets d'amélioration du fonctionnement de la CADA, quand on sait aujourd'hui que les délais, même s'ils se sont améliorés à la faveur de l'épisode du Covid, redeviendront, si on n'y change rien, des délais qui ne sont pas acceptables pour celles et ceux qui veulent accéder à la donnée. On apportera des choses sur le champ de la recherche. Il n'est plus tenable d'imaginer qu'aujourd'hui, des chercheurs qui ne peuvent pas être à la fois des RSSI, des DPO, des spécialistes juristes de la donnée, passent du temps pour accéder à des jeux de données sans soit tellement désespérés que finalement, ils aillent faire tourner leur algorithme sur des jeux américains. Donc, on a des vrais enjeux aussi sur l'innovation et la recherche. Et c'est d'autant plus vrai que l'épisode que l'on vient de traverser sur la crise sanitaire nous démontre chaque jour un peu plus que la détention de la donnée et son exploitation est quelque chose de très critique et clé pour pouvoir porter à la fois les bons diagnostics et en même temps formuler les bonnes propositions pour orienter et remettre en œuvre un certain nombre de politiques publiques qui sont des politiques publiques permettant au pays de continuer de fonctionner sur différents axes. On n'a probablement pas assez activé de dispositifs dont je suis assez fan assez régulièrement, qui sont ceux des sandbox, des terrains d'expérimentation. Dit autrement, quand on est face à un problème, le sujet n'est pas tant de le traiter avec une vision toujours systémique, mais qu'il est possible de pouvoir avoir sur des sujets particuliers des approches qui soient des approches dérogatoires. Et c'est pour ça que là aussi, vous verrez au travers du rapport et des recommandations que nous formulons, des choses qui existent dans notre droit, mais qui ne sont pas suffisamment activées, qui permettent le moment venu de pouvoir faire de l'expérimentation et de l'innovation. Donc, voilà dresser en quelques lignes, quelques mots, la vertu de ce rapport de 300 pages, qui est pas la fin de l'histoire, qui n'est pas non plus, je vais dire, un rapport de plus, encore une fois, parce que je l'ai souhaité très, très orienté cas d'usage. Il y avait un périmètre qui était très compliqué à appréhender, que celui de la donnée d'intérêt général. La donnée d'intérêt général, c'est un concept qui émerge depuis quelques années déjà, qui a déjà été plus ou moins documenté. Il existe peu de définitions très robustes de la donnée d'intérêt général. À tout le moins, si j'étais parmi vous aujourd'hui et que nous parlions de ce sujet, on l'aborderait sans se poser la question de savoir si on a chacun une définition un peu différente, mais on serait assez d'accord qu'on parle à peu près de la même chose. En vérifiant et en questionnant les uns et les autres, on s'aperçoit assez vite que c'est très difficile de définir ce que serait une donnée d'intérêt général. Je ne veux pas à ce stade aller beaucoup plus loin parce qu'encore une fois, ce rapport il avait été commandé par le Premier ministre et je le remettrai au Premier ministre, donc je lui réserve la primeur d'un certain nombre de choses. Mais peut-être que je peux partager avec vous, peut-être que finalement, la donnée d'intérêt général, elle n'existe pas. Il existe probablement des projets d'intérêt généraux. Il existe un intérêt général, ça on arrive à le définir. Et il peut exister des projets d'intérêt généraux qui nécessitent d'accéder à des données pour qu'on puisse relever les challenges et les défis qui font l'objet de cet intérêt général. Pour autant,
sans aller trop loin et sans spoiler, pardon, hein, mais il y a des règles chez nous qui font qu'on ne peut pas tout dire, en tout cas pas avant l'heure. Il existe dans notre droit aujourd'hui des choses qui permettent à la puissance publique, par exemple, de pouvoir accéder à des jeux de données s'il considère que, enfin, des jeux de données du privé, par exemple, si la puissance publique considère qu'il y a un intérêt général et notamment un intérêt sanitaire à pouvoir y accéder. Ça existe déjà, c'est une vertu, enfin, c'est un article du RGPD qui existe sur le champ sanitaire, par exemple. On pourrait imaginer assez aisément qu'on puisse étendre ce périmètre à d'autres types de crises, pas uniquement sanitaires, pour que la puissance publique puisse accéder à un certain nombre de jeux de données si elle considère que c'est une façon pour elle de remplir des missions régaliennes et qui sont de nature à assurer la sécurité publique, la lutte contre le changement climatique, ou je ne sais pas encore. Enfin, sur des sujets qui soient à la fois très périmétrés et en même temps très, très encadrés. Donc, vous voyez, le but du jeu, ce n'est pas de dire que la puissance publique, elle est légitime parce que intrinsèquement, ou j'ai dire consubstantiellement, parlant, elle incarne elle seule l'intérêt général et donc elle pourra avoir accès à toutes les données privées. Ce n'est pas du tout la vocation et le sujet qu'on a retenu. On a retenu des dispositifs progressifs pour à la fois susciter un meilleur partage au sein du secteur privé en B2B, ces fameuses données d'intérêt général, et stimuler le meilleur partage et la circulation de la donnée, et ensuite pouvoir se réserver des dispositifs tout à fait particuliers si on considère qu'il faut aller plus loin sur l'accessibilité de ces données. Voilà, sur l'open data, sur les codes sources, sur les données d'intérêt général, je dresse à grands traits ce que on a pu voir, bien évidemment, en 20 ou c'est le temps qui m'a été donné ce matin, en 20 minutes, il ne m'a pas permis de synthétiser totalement le rapport de 300 pages qui sera remis la semaine prochaine. Mais ce qui est très certain, c'est que nous devons plus encore ouvrir de données, faire en sorte que la circulation puisse être garantie dans les meilleures conditions. On parlera dans ce rapport d'autonomie stratégique, je n'emploie que très rarement le terme de souveraineté, sauf quand on le formule dans la question à laquelle je suis censé répondre. Je privilégie le terme d'autonomie stratégique, la souveraineté étant souvent associée à une forme de souverainisme qui ne correspond pas du tout à la réponse à apporter aujourd'hui pour s'assurer que les champions de demain soient construits à partir de bases à partir de bases de données, voilà, on emploie un terme numérique, à partir de bases de données sur lesquelles on est le contrôle. Mais on aborde bien évidemment ce sujet là aussi dans ce rapport qui sera remis encore une fois très, très rapidement. Voilà ce que je peux vous dire ce matin. Il est 9h17, on m'avait dit essaye de faire 10-20 minutes pour laisser des questions, des réponses. Je vous ai affranchi d'un PowerPoint ou de slideshow. Je ne vous ai pas lu de documents. Peut-être que tout cela vous aura semblé un peu désordonné. J'ai essayé de synthétiser et d'architecturer au mieux. 4 mois d'expérience humaine avec une équipe de 15 personnes qui se réunissaient souvent au Bercy Lab pour essayer de comprendre ce qui fonctionnait et surtout ce qui ne fonctionnait pas pour avoir des réponses pertinentes et tenter à sa mesure d'apporter des réponses. Voilà. Merci. Monsieur Botrel, vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Ouais. Du coup, je vais prendre quelques questions. J'en ai une déjà, notamment, alors je vais adapter du coup le vocabulaire, on ne parlait pas de souveraineté, mais d'autonomie stratégique. C'est un vrai sujet d'actualité, et donc il y a plusieurs questions sur cette partie-là. Notamment une, c'est pensez-vous qu'on puisse voir naître un géant européen, justement pour concurrencer, mais faire face au GAFA ou à Alibaba, par exemple? Oui, alors ça dépend sur quel champ. On a souvent des batailles de retard, mais il y a la magie du numérique, c'est qu'elle va offrir des opportunités d'évolution sur un certain nombre de sujets sur lesquels, j'allais dire que les acteurs, il n'y a pas d'acteurs dominants à ce stade, et qu'il vaut mieux jouer les matchs qui sont des matchs sur lesquels le ticket d'entrée est à la portée de ce que peut consacrer la France ou l'Europe réunis, que de tenter de jouer des matchs qu'on a perdus il y a 5 ou 10 ans. Dit autrement, demain, il y a du quantique, demain, il y a du edge computing, demain, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il y a probablement, c'est peut-être là qu'il faut investir pour faire naître demain les champions de taille européenne qui seront de nature à pouvoir rivaliser avec un certain nombre d'acteurs. Sur d'autres sujets, je ne dis pas que le match est entendu, on doit pouvoir faire du rattrapage. Je pense que vous avez à l'esprit, et c'est en
c'est sous-tendu dans votre question. On voit les sujets sur la BPI, on voit les sujets sur le Hub Data Health. Enfin, je suis moi-même à l'écoute de ce qui s'écrit sur Twitter ou ailleurs. Je vois bien qu'il y a quelques situations de questionnement et de doute, parfois même de colère. Je crois qu'il y a une tribune ce matin dans Libération d'Interop, ou en tout cas de représentants d'Interop sur le Hub Data Health. Moi, je vais vous faire la réponse que faisait Guillaume Poupard il y a peu, c'était au mois d'août, au séminaire d'Exatrust, qui regroupe la plupart des grandes entreprises françaises qui agissent notamment sur le champ de la cybersécurité. On peut pas être, on peut être plus cher, mais on peut pas être moins bon. Donc, quand on n'est pas, et pourtant sur le champ du numérique, on a des champions français. Enfin, je suis pas en train de vous dire que on est simplement dans des matchs où il s'agit de rattraper du retard. Mais sur la partie cloud, par exemple, on voit bien qu'on dresse le constat qu'on a aujourd'hui une dépendance par rapport à Azure, à AWS, j'en passe, et des meilleurs, et que la solution, elle ne se fait pas sur un claquement de doigts en se disant on va bâtir avec Gaia X ou avec d'autres, avec une stratégie en 3 cercles. C'est issu de la loi de programmation militaire, une nouvelle approche après qu'on ait été des grands brûlés du Cloud Watt. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour que les choses se fassent. Aujourd'hui, force est de constater que les Américains ont développé des offres de services et des briques de services au travers du cloud. Par exemple, il est difficile pour certains d'imaginer de pouvoir bypasser au profit d'offres qui ne sont pas en capacité de fournir les mêmes choses. Mais à la fin des fins, la solution, malgré tout, c'est aussi d'avoir des lois qui, en termes de territorialité, garantissent que, de toute façon, même si c'est un acteur étranger, et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut construire notre souveraineté en tournant le dos et en fermant la porte aux acteurs étrangers. Mais si un acteur étranger doit être présent et agir sur le territoire national, alors il doit respecter les règles du dit territoire national, règles qui sont de nature à protéger les intérêts des Européennes et des Européens. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, j'ai tenté d'y apporter des réponses. Parfait, merci. Je prends une autre question. Vous avez parlé notamment des freins, vous avez parlé aussi d'aspects culturels. Est-ce que, et je relais une question, est-ce que vous pensez qu'au niveau national, voire même européen, on a assez de culture autour de la data et du numérique? Incontestablement non. Au sein de la puissance publique, ça fera l'objet de recommandations. Une fois qu'on a dit, il ne suffit pas de dire donner et de sauter comme un cabri sur son tabouret ou sur sa chaise pour que les choses se fassent. Et le champ de la donnée, il recouvre des fonctions qui sont des fonctions dont les compétences ou les connaissances ne peuvent pas être sur les épaules d'une seule femme ou d'un seul homme. Je dis à dessein une seule femme ou un seul homme parce que je pense qu'il faut aussi féminiser la profession autour du numérique, même si c'est un mouvement qui est aujourd'hui engagé. Mais il faut des data scientists, il faut des DPO, et dans l'administration, il faut muscler encore un peu plus, dans la puissance publique, muscler encore un peu plus les personnes et les compétences qui sont en charge de ces données. C'est aussi vrai dans les collectivités, qui ont des obligations pour celles qui sont à plus de 3500 citoyens. On voit qu'il y a une hétérogénéité de portage de l'ouverture de la donnée qui tient beaucoup des équipes politiques qui sont en place et qui sont relayées par les agents des collectivités. Et on voit qu'il y a une hétérogénéité au niveau des collectivités, quel qu'en soit l'échelon, entre les régions, les départements et évidemment les municipalités. On voit aussi qu'il n'y a pas toujours d'échange dynamique et parfaitement entre à la fois l'État central en même temps les collectivités qui sont en charge du déploiement d'un certain nombre de politiques quand elles leur sont données. On voit qu'il n'y a pas de systématisme dans les appels d'offres d'un volet qui consacre la donnée quand on passe des contrats en concession, en délégation de services publics. Et là aussi, on formule des recommandations pour faire en sorte que la donnée ne soit pas le parent pauvre et oublié, notamment des consultations publiques, qui souvent se transforment quand il s'agit d'avoir un contrat avec un acteur du privé par je te remets un PowerPoint avec 3 datas que tu n'as pas choisies et j'ai rempli mes conditions de transfert des données. Donc, on a
sur plusieurs champs, formation, recrutement, stabilisation des équipes au sein notamment de la puissance publique, mais c'est vrai, je réinsiste là-dessus auprès des collectivités. On a probablement là des choses à faire pour monter d'un cran sur l'acculturation à la data. Parfait, merci M. Vautret. Une autre question, effectivement, vous avez parlé qu'il fallait libérer la donnée. Aujourd'hui, les acteurs publics notamment jouent-ils le jeu? Je vois la question, par exemple, on prend l'exemple ici de l'IGN qui va partager ses données à partir de janvier 2021. Est-ce qu'ils le font, j'ai envie de dire, de gaieté de cœur, ou est-ce que c'est difficile d'amener des acteurs publics aussi à partager leurs données? Assez globalement, aujourd'hui, on est d'abord la règle, il faut le rappeler, c'est le partage. L'IGN met là en œuvre une recommandation issue d'un rapport qui avait été porté par ma collègue Valérie Arfort-Mintian. Je crois que c'est la recommandation de mémoire, pardon, hein, mais je crois que c'est la recommandation 27 de son rapport. Donc en fait, l'IGN exécute finalement une recommandation qui était issue d'une mission précédente sur les données géographiques. Mais vous auriez pu m'interroger sur les modèles Pasteur, sur d'autres choses. On voit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas totalement ouvertes et je fais partie de ceux qui pensent que finalement elles devraient l'être. Alors, je ne suis pas un BA naïf. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que vous ouvrez que vous allez susciter de la confiance au sein de la population. La transparence, c'est pas. La transparence, ça peut devenir de la confiance, mais la transparence, ce n'est pas toujours de la confiance. Ce serait trop simple. Je veux dire, il suffirait d'ouvrir les données et finalement, on remettrait du ciment dans notre société qui est un peu fissurée. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Mais ce n'est pas une raison, je veux dire, c'est pas une raison majeure pour ne pas faire. Dans le rapport que je rends, on parle du ministère de l'Intérieur, on parle. Il n'y a pas que les données géographiques qui font l'objet de quelques questionnements sur le fait qu'aujourd'hui, elles ne soient pas ouvertes. Voilà. Et je pense qu'on est sans concession sur les recommandations que nous formulons pour aller plus loin. Mais encore une fois, on revient très souvent à ce sujet. Je ne peux pas ouvrir, c'est les données sensibles, ou alors c'est ceci, c'est cela. Vous savez, sur le champ des... Ne serait-ce que... Et c'est un débat qu'il faut avoir avec les citoyens. Ouvrir les données des cantines scolaires, par exemple, ou les performances des établissements, en tout cas les notes des établissements, vous ne pourrez pas empêcher derrière certains faire des podiums d'établissements et finalement contrecarrer votre volonté d'avoir une forme de mixité dans les établissements parce que les gens vont essayer de... S'il y en a un qui se distingue plus qu'un autre, alors finalement, ça va peut-être encourager une forme d'élitisme. Donc, vous voyez, tous ces freins-là, on les entend. Je ne dis pas qu'il faut les écouter. Enfin, je dis qu'il faut les écouter, il ne faut peut-être pas forcément les entendre. Parce qu'à la fin des fins, moi, je suis convaincu que l'ouverture vaut toujours mieux que la fermeture. C'est-à-dire que vous pouvez avancer les arguments selon lesquels fermer, ça vous permettra de protéger un certain nombre de politiques, mais vous susciterez toujours le doute dans la tête des citoyens. Et tout ce qui est caché, finalement, attire un peu plus que ce qui est ouvert. Donc, ouvrons massivement et continuons d'ouvrir tout ce qu'il est permis et tout ce qu'il est possible d'ouvrir. C'est la meilleure réponse que l'on puisse apporter à un certain nombre de situations de crise que notre pays traverse aujourd'hui. Parfait. Merci, M. Vautret. Je regarde du coup si j'ai d'autres questions. Vous avez parlé moi j'ai une question sur notamment la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous jugez que justement le sujet de la data est pris assez tôt dans les cursus scolaires et est-ce qu'il y a assez de formation autour de la donnée et de la data aujourd'hui en France? Peut-être pas suffisamment. On a mis un grand éclairage sur la partie codage, sur la partie algorithmique, sur la partie programmation, peut-être un peu moins sur la partie de la donnée. Peut-être qu'on a considéré qu'on avait perdu le match de la donnée un peu trop vite. Et moi, je pense qu'on a perdu. Je pense que c'est une erreur d'imaginer qu'on ait perdu cette bataille sur la donnée. D'abord parce que les choses sont extrêmement mouvantes sur le numérique et que les positions acquises par un certain nombre d'acteurs aujourd'hui ne sont pas des positions qui sont des positions pour le reste des temps. Et oui,
par rapport à votre question, il y a certainement des modalités de sensibilité à la donnée qui, que ce soit d'ailleurs hein, du plus jeune âge jusqu'à des niveaux de spécialité, mériteraient qu'ils soient un peu plus incarnés, un peu plus portés. Vous savez, dans l'industrie, on discutait l'autre jour avec la patronne, alors c'était hors de la mission, mais avec la patronne de chez Solvay. La patronne de chez Solvay, elle a plus de difficultés à recruter des data scientists que des chimistes. Et aujourd'hui, son cœur de métier, enfin, son cœur de métier, ça reste la chimie, bien évidemment, mais une de ses priorités, c'est de travailler le big data, c'est de travailler la donnée en matière de recherche. Et elle dressait le constat qu'elle avait du mal à trouver des spécialistes là-dessus. Et on le voit en France sur la partie de data scientist, c'est là où on touche le sujet notamment de la qualité de la donnée, du label de la donnée, de la standardisation de la donnée. Il y a des pays qui sont des paradis pour les data scientists. C'est peut-être un peu moins le cas en France. Il faut faire en sorte que la France, l'Europe, deviennent le paradis des data scientists et puis laisser cette part cette part de sérendipité au numérique qui fait que vous ne pouvez pas prédire d'avance ce qui va être fait demain, mais qu'il faut laisser la créativité, l'innovation, le génie se saisir des choses disponibles pour qu'elles puissent se créer. C'est les facteurs clés de succès que l'on trouve dans d'autres pays, je pense aux États-Unis en particulier, qui a toujours eu cette culture finalement, ce côté très libre. Et bien là, il faut avoir de nouveau cette approche. Parfait. Merci. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je vois qu'il est 9h30 aussi, donc on va pouvoir clore votre intervention. Un grand merci, Monsieur Botorel, en fait, pour cette intervention. C'était clair et c'est toujours important et super intéressant de voir qu'effectivement, aussi vous êtes mobilisé sur ces actions et c'est sur ce sujet data au niveau du Salon de la Data à Nantes. Prenez soin de vous à Nantes, en Bretagne, et passez. Je ne pouvais pas ne pas faire ce clin d'œil, je le fais à chaque fois d'ailleurs. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année malgré le contexte, et puis souhaitons que nous puissions nous retrouver in real life assez rapidement, c'est ce que tout le monde attend, et voilà, et que nous puissions parler données et de bien d'autres choses avec les contacts humains qui nous manquent tant. Et voilà, à très bientôt. Un grand merci à vous et à l'année prochaine sur l'édition 2021. Avec plaisir en tout cas. Et là, je pourrais aller plus dans le détail sur ce qui aurait été mis en œuvre depuis le début de l'année. Ça marche, super. Merci à vous, très bonne journée. Merci, au revoir.